Anticiper pour faire face aux incertitudes qui sont liées au temps. Donc, dans la première partie, on a vu qu'il fallait décider, malgré toutes les incertitudes qui sont liées au temps. On a vu que le temps, il y a différents horizons temporels, le moyen terme, le court terme, le long terme, que tout ça, ça dépend d'un certain nombre aussi de contraintes liées au cycle d'exploitation, à l'investissement, etc. Donc, on a regardé un petit peu de plus près tous ces problèmes de temporalité pour les organisations. Et maintenant, on va voir dans un deuxième temps donc, comment il faut anticiper pour faire face justement à ces incertitudes qui sont liées au temps. Donc le premier point, c'est l'actualisation des informations pour prévenir les risques de sa nouvelle activité en projet et aussi pour mieux profiter des opportunités. Aïcha va faire de la veille informationnelle. Donc elle veut lancer vous savez, ce projet de carterie. Eh bien, on a vu, notamment en management, à quel point un système d'information performant, actualité, valide, fiable, permettait de mieux décider et d'améliorer la performance des organisations. Alors, comment avoir un système d'information qui soit performant, qui soit utile? Eh bien, on fait ce qu'on appelle la veille informationnelle, qui est une activité continue, une surveillance active, continue, itérative, ça veut dire répétitive, de cet environnement, donc on a vu technologique, commercial, juridique, concurrentiel. Et si on fait cette veille, c'est pour pouvoir anticiper les évolutions. Alors, quels sont les domaines dans lesquels Aïcha va chercher à enrichir sa, euh, son information? Son champ de veille, ça va être de surveiller l'évolution du e-commerce dans le domaine des loisirs et en France. Les mots-clés qu'elle va utiliser dans ses moteurs de recherche, c'est e-commerce plus secteur loisirs plus France. Elle va essayer de surveiller l'évolution des technologies. Les mots-clés qu'elle va employer, c'est technologie de l'information et de la communication et le mot évolution. Surveiller l'évolution du droit des créations numériques. Donc réglementation dans les mots-clés, réglementation plus création numérique. Surveiller l'image de marque de l'entreprise, ça c'est le champ de veille, et pour cela, elle va travailler sur Insolitive, qui est le nom de son entreprise, plus produit, Insolitive, plus, ça pourrait être image de marque. Voilà, donc Insolitive, je vous rappelle, c'est je vous l'ai peut-être pas dit, mais c'est une entreprise fictive. Donc si vous tapez Insolitive, normalement, vous n'avez pas trouvé, pas trouvé ce qu'il vous faut. Alors, comment on fait? Vous l'avez jamais fait, mais l'année prochaine, vous auriez pu le faire cette année pour votre épreuve de gestion. On en a parlé, mais rapidement. C'était la première fois, mais l'année prochaine, il faudra le faire. Créer ce qu'on appelle des Google Alerts. Donc, vous faites une requête de recherche, par exemple e-commerce plus secteur loisirs plus France. Vous verrez, vous pouvez sectionner tout, la fréquence, ou si vous voulez comme résultat que des PDF, etc., les meilleurs résultats, l'email, et vous créez votre alerte. Voilà, donc on a répondu un petit peu déjà à la question 1, à la question 2, définir les mots-clés pertinents et créer des alertes pour Aïcha, on l'a fait. Au regard de vos attentes, les premiers retours sont-ils pertinents? Là, il faudrait le faire évidemment pour tester avec une entreprise réelle, par exemple tester avec l'entreprise que vous avez vue cette année en gestion et voir si c'est pertinent. Dans la veille de l'environnement, qu'apporterait de plus une société spécialiste? Les sociétés spécialistes, elles ont un savoir-faire en matière de veille informationnelle. Elles vont détecter les bonnes informations, elles vont surtout faire un tri, sélectionner celles qui sont les plus intéressantes. Elles peuvent également réaliser des enquêtes ciblées. Alors, afin de connaître les besoins et les attentes des particuliers pour sa carterie, elle a lancé sa propre enquête sur son site. Elle a installé un questionnaire en ligne. Et donc, les réponses sont enregistrées. Voilà le rapport d'enquête. On va vous demander de répondre aux questions suivantes. Quel est le contexte de l'enquête lancée par Aïcha, c'est-à-dire son objectif, la cible qui est visée, quel est le canal de transmission? Quelles sont les informations qui ressortent de l'extrait du rapport d'enquête? Expliquer en quoi ces informations vont éclairer Aïcha pour prendre des décisions. Et dans cet extrait, quelles informations manquent pour prévoir le niveau d'activité? Et Aïcha a opté pour une enquête anonyme. Que pensez-vous de son choix? Donc là, vous allez répondre. Quels sont les objectifs de cette enquête? Quelle est la cible visée? Quel est le canal de transmission des réponses? Là, ce sera Internet. Et le traitement des réponses, il est là automatisé. Quelles sont les informations qui ressortent du rapport? Vous regarderez ce qui vous semble intéressant. Quelles informations manquent pour prévoir le niveau d'activité?
eh bien, il faudra évidemment quantifier les besoins, estimer la clientèle potentielle. Il y aura aussi des informations quantitatives sur le type d'événement, sur le type de prestations recherchées. Et une enquête anonyme, que pensez-vous de son choix? Bien, écoutez, nous en débattrons ensemble. La piste de réflexion, vous savez que il y a la gestion des données personnelles, hein. Il y a donc une loi qui sort là le 25 mai, c'est-à-dire dans quelques jours, pour une meilleure gestion des données personnelles. En tout cas, s'il y a une collecte de données personnelles, une mention obligatoire devra être portée sur le questionnaire conformément à la loi informatique et liberté. Donc là, il faudrait regarder avec la nouvelle loi du 25 mai. Mais vous disposez d'un droit d'opposition, d'un droit d'accès, d'un droit de rectification. Je vous signale que tous ces droits, nous les avons vus aussi en droit récemment. Alors, la prévision des résultats, justement. 2 outils de gestion qui vont nous permettre de prévoir dans l'avenir quels résultats on peut avoir. Donc, le premier outil, ça s'appelle le seuil de rentabilité. Alors, on va regarder d'abord ce premier document qui est là, puis après, on regardera un graphique qui va nous permettre de comprendre comment on calcule un seuil de rentabilité. Ici, vous avez des coûts prévisionnels. Voilà le montant total avec une part variable, une part fixe. On a déjà vu ça un petit peu en contrôle de gestion dans le chapitre précédent, hein, sur les charges directes d'exploitation et les charges indirectes d'exploitation qui sont pas liées à l'exploitation. Quand elles sont pas liées à l'exploitation, on va dire qu'elles sont fixes. Quand elles sont liées à l'exploitation, elles sont variables. Vous voyez, vous avez un certain nombre de coûts. Certains sont complètement variables, les achats, hein, ça varie. Hein, plus je vais acheter, c'est parce que je vais consommer, hein, donc c'est complètement lié à la consommation. Les services extérieurs, il y en a qui sont liés à la consommation des projets, mais il y en a qui sont toujours fixes. Les charges liées au personnel, vous voyez, elles sont toujours fixes. Hein, je peux avoir des employés, si j'ai aucun projet en cours, j'aurai toujours à les payer. Et l'amortissement du matériel, pareil. Donc, première chose, les coûts prévisionnels. Pour un chiffre d'affaires de 40 000 €, on estime voilà nos coûts et on les sépare en deux, par variable, par fixe. Ici, on a un résultat, ce qu'on appelle un résultat prévisionnel par variabilité. Alors, comment on va faire? On va prendre notre chiffre d'affaires en valeur, on va enlever tous les coûts variables, on va obtenir ce qu'on appelle une marge sur coût variable. Voilà ce qui me reste. Si j'enlève tous mes coûts variables, puis on va enlever les coûts fixes et nous allons obtenir un résultat. Voilà, donc on obtient un résultat de 4 340 € pour un chiffre d'affaires de 40 000 €, hein, sachant qu'un client, à chaque fois qu'il achète, on va dire qu'il achète pour 500 € à peu près. Voilà. Donc on va déterminer un seuil de rentabilité pour pouvoir répondre à ces questions qui sont là. On va regarder tout simplement ce que c'est que le seuil de rentabilité. Ça correspond au chiffre d'affaires pour lequel le résultat de l'entreprise est égal à 0. C'est-à-dire le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne fait ni bénéfice ni perte. On appelle ça le point mort. Le point mort, ce n'est pas le seuil de rentabilité, mais c'est la date à laquelle le seuil de rentabilité est atteint. Voilà. Donc, le seuil de rentabilité, c'est un chiffre d'affaires à partir duquel je vais commencer à faire des bénéfices. Par exemple, je peux dire que j'ai un seuil de rentabilité de 10 000 €. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais dépasser 10 000 € de chiffre d'affaires, je vais commencer à faire de la marge et du bénéfice. Et le point mort, il va nous dire à quelle date je vais commencer à faire du bénéfice. Donc je sais que je serai à 10 000 € à partir du mois de mars. Par exemple, le 12 mars, j'arrive à peu près à 10 000 €. Je sais qu'à partir du 12 mars, je vais commencer à faire des bénéfices. Et le seuil de rentabilité, il est atteint lorsque le chiffre d'affaires couvre les charges fixes et les charges variables. Ça semble évident. Alors, comment on fait? Tout simplement, pour calculer un seuil de rentabilité, on va poser nos charges fixes, qui sont toujours pareilles, puisqu'elles sont fixes. Quel que soit mon chiffre d'affaires qui est ici, j'ai toujours les mêmes charges. Elles sont mises là en vert. Et puis, je vais calculer la marge sur coût variable, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins les charges variables. Forcément, vous voyez, je vais avoir une droite, parce que la marge, elle va varier en fonction de mon chiffre d'affaires. Voilà. Si j'ai 10 000 € de chiffre d'affaires, je sais ici que j'ai à peu près, on va dire, 5 000, 6 000 € de charge. Si j'ai 20 000 € de chiffre d'affaires, j'ai 12 000 € de charge. Elles sont proportionnelles, il y a une proportionnalité, vous voyez, il y a un coefficient directeur là. Hein. Là, on a Y égale AX. Vous voyez, hein, si vous faites des mathématiques, Y égale AX. J'ai un coefficient ici. Voilà, donc je vais avoir une droite qui passe par 0,
Si je ne fais pas de chiffre, je n'ai pas de charge. Puis dès que je vais commencer à faire du chiffre, j'ai des charges. Voilà. Eh bien, le point pour lequel ma marge sur coût variable rencontre mes charges fixes, qui est ici, eh ben, ça va être mon seuil de rentabilité. Je sais qu'au-dessus, j'ai payé, je dégage suffisamment de charges, de chiffre d'affaires de marge, pour combler mes charges fixes. Et vous voyez ici, je lis tout simplement graphiquement que j'ai un seuil de rentabilité à 33 627 euros. Alors, le seuil de rentabilité, il a tout simplement aussi une formule de calcul. Ce sont les charges fixes. On divise les charges fixes par le taux de marge sur coût variable. Donc, pour calculer un seuil de rentabilité, on répartit les charges en deux catégories, fixes et variables. On calcule la marge sur coût variable, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins les charges variables. Jusque-là, ça va bien. Et puis, on calcule un taux. On en a fait plein cette année. Donc, on va calculer en pourcentage du chiffre d'affaires le taux de marge sur coût variable. Tout simplement, la marge sur coût variable, on va le diviser par le chiffre d'affaires et le multiplier par 100. On va avoir un taux de marge. Et puis, on va faire les charges fixes divisées par le taux de marge. Et ça va me donner un chiffre, le seuil de rentabilité, qui sera exprimé en euros. Voilà, bien sûr, on va le faire. Vous le ferez dans des exercices. Ici, le seuil de rentabilité, vous le calculerez pour Aïcha. Voilà. Donc, on vous demande, pour Aïcha, vous voyez, on va vous demander quel est le chiffre d'affaires d'un solitaire. Mettez en rapport cette marge de sécurité avec le chiffre d'affaires. À partir de combien de packs clients le seuil de rentabilité sera-t-il atteint? Donc, je vais vous demander, essayer de faire ces petits exercices à partir de cette explication sur le seuil de rentabilité. Deuxième outil de gestion. Donc, premier outil, le seuil de rentabilité, le point mort. Deuxième outil, la nécessaire actualisation des valeurs pour la prise de décision. Vous voyez, si je commence à investir, pour savoir si mon investissement va être rentable, il faut que je puisse actualiser mes bénéfices au cours des années. Puisqu'on l'a vu en économie, on a vu que la valeur, un prix de vente, la valeur d'un chiffre d'affaires n'est pas le même aujourd'hui qu'il sera dans plusieurs années, du fait notamment de l'inflation. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Aïcha? Elle veut apprécier la rentabilité de son investissement, donc elle connaît ses bénéfices prévisionnels et elle va essayer de les actualiser à la date d'aujourd'hui pour les comparer à la valeur actuelle de son investissement. Aujourd'hui, elle doit payer un investissement et elle veut savoir si les bénéfices qu'elle fera dans les années qui viennent sont susceptibles de au moins être égal à son investissement, voire supérieur. Donc vous voyez, l'actualisation, elle a pour but de prendre en compte l'évolution de la valeur par rapport au temps, et elle reflète en fait le coût du temps. L'actualisation de flux financiers permet de ramener à une même base des flux financiers non comparables, car se produisant à des dates différentes. La valeur actuelle d'un flux financier correspond à sa valeur aujourd'hui, quand on connaît sa valeur à une année future. On a ce qu'on appelle un taux d'actualisation. Il est déterminé à partir du coût du capital qui est lié au taux d'intérêt du marché, au taux d'inflation et du risque. Plus le risque est grand, plus le taux est élevé. Alors voilà un certain nombre de devis. Voilà, vous savez qu'elle veut investir dans du matériel informatique. Alors je vous laisserai lire. Le total TTC est de 8040 euros. Voilà, un certain nombre de choses qu'elle veut acheter. Elle a son projet d'investissement. Elle a son autofinancement. Voilà, c'est son autofinancement, vous voyez. Elle espère 4 340 euros en 2015, 4 500 euros en 2016, 4 800 euros en 2017. Elle va actualiser ces trois flux avec un taux d'actualisation de 10%. Et ici, vous avez l'indice des prix. Vous voyez l'indice des prix qui évolue sur le marché en fonction des semestres, même des mois. Vous voyez, mois 7, juillet, août, septembre, etc. Alors, tout ça, ça va nous donner en fait un calcul. Ça encore, vous voyez ça ici, pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, c'est une suite géométrique. Tout simplement, la valeur de son bénéfice à l'année, par exemple, en 2017, ça sera la valeur actuelle fois 1 plus le taux puissance n, n étant le nombre d'années entre aujourd'hui et le versement du flux. Donc on a une valeur actuelle, les zéros,
On a une valeur du flux analyéenne, VN, on a un taux d'actualisation, un nombre d'années. Donc, si on veut savoir, je sais qu'en 2017, je peux espérer 4 800 euros. Qu'est-ce que c'est 4 800 euros en 2017? Combien valent-ils aujourd'hui? Ben, en 2017, voilà ce qu'ils valent aujourd'hui, voilà ma formule. Je vais tout simplement faire 4800, facteur de 1 plus le taux, donc 1 plus 0,10, puissance moins 3, parce que ce soit dans 3 ans. En fait, la valeur aujourd'hui de mes 4800, ben, c'est que 3606 euros. Je fais le même raisonnement en 2016 et je fais le même raisonnement en 2015, à 1 an. Et je vais faire la somme de mes bénéfices et je vais arriver à 11 270 euros. Voilà mes bénéfices actualisés. D'accord? Donc les bénéfices actualisés d'Aïcha, ils sont là. Voilà, donc on pourrait regarder. Aïcha, elle doit investir combien? Vous voyez, Aïcha, elle a un total TTC, hein, c'est elle qui va payer de 8 000 euros. Donc on peut imaginer que actualiser son projet est rentable. Donc, au mois de janvier, le devis s'élevait à 6 700, ça c'était hors taxe, pour une validité de 3 mois. L'indice des prix, vous regarderez. On pourrait même faire des calculs de baisse. Donc, Aïcha estime son investissement à 6 600 euros, ce qui correspond à une baisse de à peu près 1,5%. Donc voilà. L'estimation du coût au 31 décembre 2014 est-il justifié? Quel taux de réduction du prix a-t-elle appliqué? On fera un petit calcul pour essayer de comprendre un petit peu comment elle trouve ces 6 600 euros. Pour l'actualisation au 31 décembre, quelle formule a-t-elle utilisée? Vous remettrez la formule et vous remettrez bien les calculs pour expliquer comment elle a actualisé ses bénéfices. Est-ce qu'ils vont couvrir susceptibles de rapporter dans le futur, couvrir le coût d'achat estimé? Oui, ils vont couvrir le coût d'achat estimé qui est estimé à 1 600 euros. Donc vous serez ici, ce qu'il va falloir regarder, c'est qu'il a été fait en 2014. Ce qu'il va falloir regarder, c'est de juillet 2012 à juin 2013, l'indice des prix. Sur les 6 derniers mois, il y a une baisse là. Vous voyez, une baisse des prix à peu près. Donc elle estime qu'elle ne va pas payer 6 700 euros, mais qu'elle pourra payer à peu près une baisse des prix. Elle évalue à une baisse encore de 1,5%. C'est pour ça qu'elle part plutôt sur 6 600 euros. Donc à votre avis, le projet est-il pertinent? Je vous laisserai commenter. Alors, dernier point, la projection de l'activité dans le temps. Donc la projection de l'activité dans le temps, on va parler des budgets de trésorerie pour anticiper les difficultés financières. Donc, on l'a un petit peu abordé déjà en management et en gestion, savoir que pour les petites PME, pour les startups, les PME, les micro-entrepreneurs, eh bien, le problème, c'est de pouvoir payer en temps et en heure ses fournisseurs quand on a des décalages d'entrée et de sortie d'argent. Alors, avant de lancer l'activité de carterie sur mesure, Aïcha se demande ce que pourraient être les impacts sur sa trésorerie, puisque vous voyez, pour faire des cartes, il va falloir qu'elle investisse aussi dans du matériel d'impression. Afin d'éviter une gestion à vue à partir du niveau d'activité envisagé, elle peut prévoir mois par mois le montant disponible de la trésorerie. Pour cela, elle va tout d'abord reporter ses prévisions des ventes, d'achat et de toutes les autres charges d'investissement dans les budgets. Voilà. Tout simplement, vous commencez à regarder ce que c'est qu'un budget. Alors, elle fait un budget des ventes hors taxes, combien va collecter TVA, les ventes TTC. Elle fait ça pour le premier semestre 2015. Combien elle va avoir d'achats? Elle fait des budgets. Et toutes les autres charges, charges fixes, charges variables, charges diverses. Donc dans les achats, vous avez, il faudra rajouter les achats ici, qui sont des charges variables. Là, c'est les autres charges externes. TVA déductible, charges diverses externes. Voilà. Donc, quelles charges prévisionnelles ne figurent pas dans les budgets ci-dessous? Là, on n'a pas les charges de personnel et on n'a pas les charges de dotation à l'amortissement. Ce sont des charges fixes, on avait vu, ce sont des charges fixes, le personnel et l'amortissement, dont le montant mensuel s'élève respectivement. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est que les charges fixes, on a vu qu'il y avait 19 500 euros de charges salariales. Donc, si on le divise par 12, vous trouverez le montant mensuel. Et les dotations aux amortissements, 2200 divisé par 12, vous trouverez
tous les mois combien ça fait. Quelles opérations génèrent les encaissements? C'est les ventes. Quelles opérations génèrent les décaissements? C'est les achats, les charges externes, les charges de personnel, les investissements qui génèrent des décaissements. Vous avez vu beaucoup vendre, hein, parce qu'on décaisse plus qu'on encaisse. La dotation à l'amortissement sert à compenser la dépréciation qui est liée à l'usure normale du matériel informatique. Mais elle, cet amortissement, c'est un peu différent parce que c'est fictif. Hein. Je vous ai dit qu'on a le droit de déduire ça du bénéfice. Donc, du coup, on paiera moins d'impôts pour pouvoir faire une reprise sur amortissement quand on paye un investissement. Mais ça, la seule charge qui ne fait pas de décaissement, c'est les dotations aux amortissements. Comment est construit le budget de TVA? Il reprend la TVA collectée sur les ventes, la TVA déductible sur les achats et sur les immobilisations. Et du coup, on a la TVA décaissée, donc qui est la différence entre la TVA collectée et déductible. Donc, si la TVA collectée est inférieure à la TVA déductible, on calcule un crédit de TVA que l'on reporte. Pourquoi les ventes ne sont-elles pas reportées hors taxe dans le budget des encaissements? Parce que les clients régleront TTC. Donc le montant TTC, c'est bien ce qui rentre en caisse. Vous voyez, pour les budgets des ventes et d'achat, c'est toujours TTC, non pas hors taxe. Pourquoi n'y a-t-il pas de TVA à décaisser? Comment se construit le budget de TVA? Donc ça, on l'a dit. Alors, le budget de trésorerie. Pour pouvoir... alors, le budget de trésorerie, puis après on finira les dernières questions. Donc, vous voyez, c'est l'évolution mensuelle de la trésorerie à partir des encaissements et des décaissements. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour répondre aux échéances financières en maintenant un encaissement minimum et pour maximiser le rendement des placements des excédents de trésorerie éventuels. Donc, il faut avoir de l'argent, mais il faut en avoir juste au minimum pour pouvoir aussi maximiser le rendement. Voilà, donc on a le budget des encaissements ici, vous voyez, et le budget des décaissements qui sont là. Vous voyez ici qu'il y a des différences. Il y a des différences. Là, on a plus d'encaissements que de décaissements. Là, on a plus de décaissements que d'encaissements. Vous voyez qu'il y a des différences. Et du coup, il va falloir travailler sur ces encaissements et ces décaissements. Donc, on en était à la question, pourquoi n'y a-t-il pas de TVA à décaisser avant mai? Donc, Insoluté va réaliser un investissement dont elle peut déduire la TVA. Pour ce mois, cette opération lui permet de dégager un crédit de TVA, donc TVA décaissée ici, avant mai. Là, il n'y a pas de TVA, tout simplement parce que la TVA collectée était de 500 € et la TVA déductible était de 1480 €. Donc en fait, c'est l'État qui lui doit de l'argent. Le report de crédit de TVA va compenser le montant de la TVA collectée. Vous voyez, il y a un report de crédit de TVA. Alors, les flux de trésorerie générés par la nouvelle activité sont-ils synchronisés? Les flux de trésorerie générés par la nouvelle activité ne sont pas synchronisés. Les encaissements et les décaissements, flux de sens contraire, ne se font pas en même temps et ne sont pas de même valeur. Vous voyez, trésorerie fin de mois. Donc, on a la trésorerie initiale, les encaissements moins les décaissements, voilà la trésorerie fin de mois, on repart avec la trésorerie de fin de mois, etc. La trésorerie initiale était de 4 500 €. Donc la société Insolutev peut déduire tout de suite la TVA qui lui a été facturée sur son investissement, alors qu'elle n'a pas encore payé totalement l'investissement, puisque l'investissement sera payable en 2 fois. Donc elle va bénéficier d'un avantage de trésorerie. L'achat de matériel a été effectué en janvier, TVA déductive sur immobilisation, c'était de 1320 €, impacte la TVA décaissée. Dans le cas présent, Insolutev va avoir un crédit de TVA jusqu'en avril. Donc là, on est sur, il faudrait retourner sur la TVA décaissée ici, voilà. Il faudrait retourner ici sur les taux de TVA décaissés. TVA décaissée ici qui est intéressante, pour regarder ça de plus près. Donc, ici, si on regarde, en janvier, elle a une trésorerie positive, elle se dégrade en février, et ensuite, la trésorerie redevient positive à nouveau. En février, les décaissements sont supérieurs aux encaissements. Elle règle le solde de la facture d'immobilisation février. Pour les autres mois, les encaissements sont supérieurs aux décaissements. En avril, il y a une baisse de l'excédent de trésorerie, parce qu'en avril, c'est généralement le paiement des charges sociales.
Quelle solution pourrait adopter Aïcha pour assurer sa solvabilité en février? Si le solde des flux de trésorerie générés par l'autre activité est positif, ce sera suffisant, hein, l'histoire de la carterie. Elle peut aussi contracter un emprunt. Sinon, pour dégager de la trésorerie, la société peut négocier auprès de fournisseurs des délais de paiement plus longs. Et à partir de juin, si vraiment elle dégage de la trésorerie, vous voyez là, par contre, il faut qu'elle place ses excédents de trésorerie pour un rendement. Donc, dernier outil, la planification des actions, on a vu, hein, la gestion d'une planification pour une meilleure maîtrise. Donc, Aïcha souhaite ouvrir ce service de carterie sur mesure le 8 janvier. Elle va planifier toutes les tâches pour que le projet aboutisse. Donc, elle sait quand elle veut ouvrir son service de carterie. Donc, on va faire ce qu'on appelle un rétro-planning avec des temps et des durées, avec des listes de tâches à réaliser pour savoir, pour être en temps et en heure. Jusqu'à quand est-ce qu'il faut commencer pour pouvoir être prêt à réaliser sa mise en service de carterie le jour J. Donc c'est un outil absolument indispensable pour maîtriser au mieux la réalisation d'un projet. C'est ce qu'on fera faire aussi l'année prochaine. C'est un petit peu ce qu'on a fait cette année quand je vous ai distribué l'agenda en épreuve de gestion. Eh ben, c'était un rétro-planning. Je me suis dit, moi, au 7 mai, il faut qu'on soit au point, puisque c'est aujourd'hui que vous me donnez votre épreuve de gestion. Si je remonte dans le temps, il faut qu'on démarre en octobre. Et j'ai mis des durées à chaque fois pour chaque étape. Donc vous voyez, il y a des codes A, B, C, D, E, F, G, H et J, avec le nom de l'étape, la durée en termes de jours, pour que cette étape soit réalisée. Et il y a certaines étapes qui ne peuvent être réalisées que quand l'étape précédente est terminée. Avant de faire des tests, il faut que la livraison et l'installation soient faites. Ça semble évident. Voilà. Donc, la planification des actions, c'est une meilleure maîtrise de leur réalisation. Donc, vous voyez ici, si je mets la tâche... ici, j'ai un jour, ici, j'ai 6 jours, ici, j'ai 15 jours. Si ici, je mets J-3, ça, c'est le jour J. Hein, donc, ça, c'est le jour J, finalement, c'est la tâche, on pourrait même dire la tâche I. Jour J. Ouais. Et donc, ça veut dire que la tâche H, la tâche d'avant, c'est J-3. 3 jours étant la durée de la tâche. 3 jours, J-3. Là, il faut qu'une journée, mais c'est à 4 jours avant la dernière tâche, puisqu'on remonte comme ça dans le temps. Voilà. Alors, afin que l'activité de carterie sur mesure puisse commencer le 8 janvier, quand faudrait-il entamer les démarches pour l'acquisition du nouvel équipement? Vous voyez, on remonte, on fait ce qu'on appelle un diagramme de Gantt. Ça, on le verra l'année prochaine aussi. On fait un diagramme qui nous permet de remonter à la décision d'achat du nouveau matériel. Donc là, on est en semaine 47. On peut même dire qu'on est mardi de la semaine 47, si on veut, parce qu'il y a des jours fériés aussi, il y a des jours où on ne pourra pas travailler. Eh bien, on pourra arriver à la réalisation ainsi du projet. Et vous voyez que chaque tâche, quand il y a une tâche qui est finie, l'autre tâche démarre, mais on pourrait estimer, il y a des projets où il y a des tâches qui peuvent démarrer alors que la tâche précédente n'est pas encore terminée. Donc là, ce sera donc le mardi 18 novembre, soit 35 jours où vous ouvrez avant la date. Certaines tâches pourraient-elles se dérouler simultanément? La modification de l'implantation de l'agence pourrait se faire pendant la phase de commande et d'attente de la livraison. Oui, puisqu'il va falloir mettre ce matériel informatique dans l'agence, il va falloir créer un espace carterie, donc on pourrait le faire pendant la phase d'attente et de livraison. Quelles seraient les conséquences d'un retard dans la livraison et l'installation du matériel? La livraison et l'installation du matériel sont sur ce qu'on appelle un chemin critique. Un chemin critique, c'est le chemin par lequel tout retard va mettre en danger, en retard, l'ensemble du projet. Donc, il retarderait tout le processus. Voilà. Donc, c'est vraiment un petit démarrage de ce que c'est qu'un diagramme de Gantt, des tâches, des durées, etc. Donc, on va vous demander à nouveau de faire le point sur la question de gestion, de prendre en compte comment elle prend en compte le temps dans ses décisions. Donc, vous regarderez à la fois sur le dossier des clients Zellart, comment elle a pris en compte le temps, et sur son projet de carterie sur mesure. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mieux prendre en compte le temps avec les calculs de seuil de rentabilité, d'actualisation des bénéfices, d'élaboration des budgets, de mise en place, de rétro-planning.
et puis aussi de valorisation des excédents de trésorerie. Voilà, donc pour faire face aux contraintes liées au temps, faites l'inventaire de tous les outils et les méthodes que nous avons vus dans ce chapitre pour mieux gérer les incertitudes liées au temps et bien prendre les décisions.